Bonjour et bienvenue. Nous sommes à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Le Télégramme TB Sud et TBO vous proposent un nouveau débat. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient et place à l'environnement. Céline Lestrade est avec moi pour animer ce débat. Bonjour Céline. Bonjour. Et Céline, 4 questions principales vont être débattues dans cette émission. Oui, nous avons posé aux candidats à la présidentielle il y a plusieurs semaines des questions autour de leur politique en matière d'environnement, élevage polluant, utilisation des pesticides, place de la bio dans nos vies. Nous vous dévoilerons leurs réponses et en débattrons avec nos 4 invités du jour. Alors, premier invité avec nous, Thomas Dubreuil. Bonjour, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement, basé à Vannes. La protection de la nature, la pollution et nuisances, préservation des espaces agricoles sont vos domaines de prédilection. Vous le dites vous-même, vous êtes fidèle au circuit court dans votre métier en rayonnant sur l'ouest de la France. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Première question qu'on va vous poser, l'environnement a-t-il une place suffisante dans la campagne ou quelle place devrait-elle avoir ? Alors peut-être que ces derniers jours, c'est une place qui est effectivement passée un peu en retrait, on va dire, au vu de l'actualité internationale. Mais je pense que malheureusement, compte tenu du temps long qui est celui de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, ce sont un peu trop souvent des sujets qui passent au second plan, à mon sens, alors qu'ils ont leur utilité, puisqu'au final, la protection de l'environnement, à mon sens, conditionne un petit peu tout le reste, on va dire, dans le vivre ensemble en société. Donc je regrette effectivement que ça passe un peu au second plan, typiquement la faible médiatisation du dernier rapport du GIEC et les faibles relais témoignent du fait qu'on a une difficulté, je pense, intellectuelle et sociétale à relayer ça et à prendre des mesures à la hauteur des enjeux. À vos côtés, Thomas Dubreuil, Florence Gourlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste en aménagement de l'espace et urbanisme, maître de conférences à l'Université de Bretagne Sud. Pour vous, c'est à l'échelle d'un territoire que l'on peut faire avancer les problématiques environnementales globales. On rappelle aussi que vous êtes élu d'opposition au sein de Lorient en commun, donc à la ville de Lorient. Même question qu'à Thomas Dubreuil. Pour vous, est-ce que vous pensez que l'environnement a trouvé sa place dans la campagne présidentielle ? Clairement non, hein. Il est complètement sous-estimé et absolument pas évoqué comme il devrait l'être. Les enjeux sont énormes à double titre. C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, mais là, le dernier rapport du GIEC parle aussi de l'urgence à penser maintenant l'adaptation des territoires et l'adaptation des sociétés. Donc clairement, le débat est tout à fait indigent sur l'environnement, alors que les enjeux sont énormes. Et avec nous également dans cette émission, Loïc Hénaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la petite boîte bleue, bien connue au-delà de la frontière de la Bretagne et même de l'espace. Merci Thomas Pesquet. Vous avez été président de Produits en Bretagne pendant 6 ans. Vous êtes attaché à l'agriculture et vous voulez vous appliquer à mieux la faire connaître et comprendre. Et vous venez de faire vos débuts en politique aux côtés du président de région, Loïc Chédé-Girard. Même question pour vous également sur l'environnement dans la campagne. Sujet difficile. En fait, je ne suis pas sûr qu'il faille que le sujet ce soit l'environnement. Je pense que le sujet est trop vaste. Je pense qu'il mériterait d'être saucissonné sans faire de blagues. Et moi, je pense qu'il faudrait s'attacher prioritairement au sujet du climat pour rendre la chose plus palpable pour les uns et les autres et faire en sorte qu'on en comprenne mieux les objectifs. Voilà. Donc évidemment, dans la campagne actuelle, pour le peu que je m'y intéresse, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis en avant. Et dernier invité de cette émission présidentielle, Samuel Loire, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostréiculteur à Locoal-Mindon, les huîtres Papitaine, c'est vous. Sentinelle de la qualité des eaux, un paysan de la mer à la conscience écologique très éveillée. Vous êtes aussi secrétaire de la Fédération indépendante de conchiliculture et vos huîtres sont bio. Même question qu'aux autres invités, est-ce que l'environnement a sa place dans la campagne aujourd'hui ? En fait, si on n'en a quasiment pas entendu parler, mais c'est pas le seul sujet dont on n'entend pas parler. En fait, je crois que cette campagne présidentielle, elle montre principalement des guerres de clans, une personne qui part d'un parti pour aller vers un autre. C'est un traitement assez people, en fait, du coup, de la politique. Et ça manque clairement d'envergure parce qu'en fait, là, il y a un débat de fond qui est solide. Il y a quelque chose qui est prégnant, qui est puissant, en fait. Il faut qu'on ait bien conscience de tout ça. Moi, j'ai 30 ans. Je suis un éco-anxieux, comme plein de gens dans ma génération. Mais je suis un éco-anxieux qui agit, en fait. C'est comme ça que je réponds à mon éco-anxiété. Et en fait, quand on agit et quand on est curieux, quand on a conscience, l'enjeu, là, ce qui se passe aujourd'hui, petit à petit, en fait, on est en train de se donner le moins
de moins en moins de chances de pouvoir s'adapter à ce qui se passe. C'est un enjeu majeur. Dans cette émission, justement, on va voir comment vous défendez l'environnement au quotidien. Les sujets environnementaux, donc, qui sont plutôt occultés dans la campagne, une campagne bousculée, comme vous le savez, depuis 13 jours par la guerre en Ukraine. Pourtant, dans les sondages, les Français placent l'environnement dans les 5 thématiques les plus importantes. Qu'attendent les Bretons en matière d'environnement? Dans quel état d'esprit sont-ils? Martin Lagrave les a questionnés. Ils se préoccupent essentiellement de l'état de la planète, et pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Donc un engagement très fort au niveau international sur le respect de la nature, lutter contre la pollution. Il faut se dépêcher là maintenant, en fait, c'est plus ça que j'ai envie de dire. C'est une bataille à gagner, mais très très vite. Et j'ai toujours été sensibilisée à ça, mais là vraiment, ça m'angoisse pour mes enfants, mes petits-enfants et puis les enfants des autres, quoi. Je veux dire, pour la génération qui monte. Hein. Il y a des moments, je deviendrais presque activiste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus de mon âge, hein, puisque j'ai 68 ans, mais... Je suis un ancien militant des Verts et je pense que j'ai arrêté de militer parce que je pense qu'on est allé trop loin et qu'on a atteint un point de non-retour et que ça ne sert plus à rien de mettre des freins. Donc je suis très pessimiste sur l'avenir de la vie humaine sur Terre. On vient de le voir, les Bretons comme les Français se sentent très concernés par les questions environnementales. Mais à un mois du premier tour, effectivement, on a l'impression que pour les candidats, ce n'était pas vraiment le cas. Eh bien, nous, on en fait une priorité ce soir dans ce débat. On va débattre de plusieurs questions avec vous aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas parler malheureusement de l'environnement sans parler des pollutions. Jérôme Gallo fait le point en Bretagne. On peut le dire, la question de la défense de l'environnement est un sujet qui génère quelques tensions en Bretagne. C'est pas la fête, chacun son métier. Deux dossiers sont particulièrement sensibles, la pollution des cours d'eau et les algues vertes. Commençons par les rivières et ruisseaux bretons. Selon le rapport 2019 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, à peine un cours d'eau sur 3 et moins d'un plan d'eau sur 10 se trouve dans un bon état écologique. Et près de la moitié dépasse les normes en pesticides. La situation est très alarmante en Côte-d'Armor et dans le Morbihan, où aucun plan d'eau n'est dans les normes. Pour y remédier, plus de 400 millions d'euros ont été injectés dans des plans régionaux depuis 1990. Mais on est encore loin de l'objectif de la mise en conformité de la totalité des cours d'eau pour 2027. Concernant les algues vertes, la situation n'invite pas non plus à l'optimisme. On le sait, les marées vertes sont causées par le déversement dans les cours d'eau de nitrates issus de l'agriculture. Or, le Sénat juge que les actions de lutte menées depuis 20 ans demeurent très largement insuffisantes. Chaque année, 6 millions d'euros sont investis pour lutter contre les algues vertes, une goutte d'eau comparée aux plus de 400 millions d'euros d'aide de la PAC versée aux agriculteurs bretons, sans aucune contrepartie environnementale. Et comme vient de l'expliquer Jérôme Gallo, l'agriculture peut avoir des effets néfastes sur son environnement, ce qui nous amène à la première question. Et la première question de ce débat, faut-il durcir la réglementation en matière de régularisation d'élevage potentiellement polluant? Céline, c'est la première question qui a été posée aux candidats. Et oui, alors à gauche, on s'accorde sur le oui, alors que Valérie Pécresse répond par la négative, que Éric Zemmour et Marine Le Pen s'abstiennent. Nous n'avons pas reçu les réponses du président sortant Emmanuel Macron, récemment déclaré candidat. Et la Bretagne est la première région de France pour l'élevage, un ratio bien connu, 3 porcs pour un breton, un atout économique fort mais non sans conséquences. Il faut savoir que l'augmentation de la taille des exploitations depuis la moitié du XXe siècle a engendré une forte pression sur les milieux environnants et sur la qualité de l'eau. Thomas Dubreuil, en tant qu'avocat, vous êtes régulièrement confronté à des dossiers autour d'élevage polluant. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la réglementation actuelle, s'il vous plaît ? Alors oui, effectivement, mon cabinet assiste principalement des associations ou des collectifs qui sont opposés localement à ce type d'élevage du fait d'un impact assez important. Ce qu'il faut garder en tête pour cette réglementation, c'est que c'est une réglementation qui est graduelle. On va chercher à proportionner l'encadrement réglementaire à la taille de l'élevage, c'est-à-dire qu'il y a différents régimes. Autorisation, qui est le régime le plus important, enregistrement et déclaration. Une autorisation, vu qu'on demande plus de garanties, il va y avoir effectivement une évaluation environnementale pour vraiment analyser
analyser l'impact du projet sur le milieu et sur la santé, et une enquête publique qui va permettre aux gens de participer, alors que les autres procédures vont être plus légères et vont aussi supposer moins de temps pour le pétitionnaire. Vous êtes notamment intervenu sur le dossier de Languelon qui a été retoqué. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire justement les raisons qui ont fait que cette ferme-usine n'a pas vu le jour ? Alors la raison principale, c'est que les juges ont considéré que le travail qui avait été réalisé justement dans le cadre de cette évaluation environnementale dont je vous parlais était insuffisant s'agissant de deux versants. Un premier versant en lien avec l'analyse de ce qu'on appelle l'état initial de la biodiversité, c'est-à-dire la connaissance des milieux, des écosystèmes qui composaient l'environnement direct du projet. Et le deuxième point, qui est un peu plus novateur puisqu'on ne trouvait pas dans beaucoup de décisions à ce stade, c'est la question des émissions d'ammoniac et des effets cumulés avec les projets situés, on va dire, dans un périmètre de quelques kilomètres aux alentours du projet, et cette notion effectivement d'effet cumulé dans une zone que le tribunal a considérée comme étant déjà très saturée en ammoniac. Donc c'est effectivement un point assez novateur. Et donc vous, concrètement, est-ce que vous pensez que la réglementation est déjà assez dure ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense que moi, à travers mes contentieux, je ne vois qu'un petit bout effectivement de la problématique parce que je mets en cause des pétitionnaires au niveau local qui, eux, sont dans des démarches effectivement privées ou individuelles. Mais je pense qu'il faudrait élargir peut-être la fenêtre du débat et se poser la question de savoir s'il y a certains endroits où les enjeux environnementaux sont très prégnant, on doit ou pas installer tel ou tel élevage lorsqu'il est susceptible d'impacter fortement l'environnement. Je pense que adopter de nouvelles normes ne serait pas nécessaire, mais déjà bien appliquer et bien contrôler les normes existantes est déjà très important. Alors du côté des propositions des candidats, Fabien Roussel promet des mesures pour empêcher le développement des installations industrielles d'élevage et les conditions indignes d'abattage des animaux. Loïc Hénaf, quelle est la situation sur le terrain? Comment c'est perçu par les agriculteurs? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Ce que je pense d'une manière générale, c'est que il faut renforcer la réglementation d'une manière générale. On l'évoquait avec mon voisin. Moi, je suis plutôt partisan d'un renforcement régulier des réglementations. Ce qui m'attriste quand même, c'est que même si je ne nie pas, attention, je ne nie en rien les pollutions, de toute façon, toutes les activités humaines sont polluantes. Mais je pense qu'on se trompe de sujet et qu'on est un petit peu nombriliste. C'est-à-dire qu'on est en train de parler exclusivement de Bretagne. Et pour moi, les sujets sont mondiaux. Et ce n'est pas le bon ordre des priorités. Alors oui, les pollutions, oui. Alors 58% des ports français seraient localisés en Bretagne selon l'INSEE. Bien sûr, non mais évidemment. Mais je pense qu'on regarde un petit peu notre petit nombril, alors que j'ai tendance à penser que c'est le sujet climat qui est le plus important. Vous parliez environnement, je vous dis que pour moi, le sujet climat est plus important et qu'on a déporté les pollutions dans le monde entier. Et on est en train de regarder nos pollutions qui sont existantes, mais les pollutions, elles sont dans le monde entier. Et c'est par la relocalisation des achats qu'on va se réintéresser un peu plus à nos pollutions déportées. Alors après, sur le sujet que vous aviez évoqué, qui est qu'effectivement 58 ou 60% des porcs français seraient élevés en Bretagne, évidemment. Après, il faut juste savoir quel territoire nous voulons et quelle activité nous voulons. Que souhaitons-nous faire? Et puis, j'ai toujours pris comme parti de regarder qu'est-ce qui est le plus favorable pour notre territoire. Nous avons des terres favorables à l'agriculture, favorables à l'élevage, nous avons un climat qui est favorable. On n'y fait pas pousser de la vigne, on n'y fait pas pousser... c'est pas une région de Champagne, c'est une région qui est favorable à l'élevage, qui est favorable à certaines cultures. Et donc, il faut vivre avec la nature et donc composer avec la nature. Alors, évidemment... je ne vais pas vous dire que je suis contre une restriction de la réglementation. Je le suis. Je suis pour le faire de façon graduelle. Mais il faut aussi accepter de regarder qu'il y a des choses pour lesquelles nous sommes faits, que notre climat, notre terre, nos compétences, le climat, pour lesquelles nous sommes faits. Bien sûr, oui, le climat, on a bien compris que c'était une des priorités, mais la pollution, on parlait aussi d'azote tout à l'heure. Vous alliez réagir aussi, Samuel, sur les propos de Loïc Hénaf? Oui, ça en fait c'est parce que du coup justement en termes de climat, l'élevage industriel, ça, de mémoire je crois que c'est aux alentours des 8 ou 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup de vivre avec la nature.
ce côté pourquoi nous sommes faits. C'est très très pertinent en fait d'aller sur cet axe-là. Parce que en fait, c'est la première question qu'on doit se poser. En fait, on doit prendre de la hauteur. En fait, la question élevage industriel. En fait, est-ce que ces deux mots qui vont ensemble? Est-ce que l'agriculture, est-ce que la nature doit devenir une industrie en fait? Et en fait, elle pose des réels problèmes. En fait, c'est un système en surdensité, du coup, qui va induire du mal-être animal, du mal-être paysan. On va concentrer à un même endroit en fait les ressources et les rejets, et en fait du coup on va faire fi de tous les équilibres en fait, et je pense que là-dessus en fait on s'inspire pas assez du vivant, on s'inspire pas assez de ce qui nous entoure en fait pour justement. Donc pour vous il faudrait durcir, si on en revient à cette question posée aux candidats. Pour moi la vraie question c'est pas est-ce qu'il faut durcir, est-ce qu'il faut contraindre, c'est qu'est-ce qu'on propose. Pourquoi on veut se battre? Pourquoi on est une communauté de destin et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on va réussir à construire ensemble et sur quelle base? Voilà, c'est ça la vraie question pour moi. Vous parliez de densité, justement. 70% des fermes-usines dans l'Hexagone seraient réparties entre la Bretagne et le Pays de la Loire. Pardon. Vous avez coécrit un atlas sur la Bretagne, vous avez rencontré des agriculteurs, des pêcheurs. Quel constat vous faites sur l'implantation de ces élevages en Bretagne? C'est vrai qu'on ne peut pas quand même faire l'économie à un moment donné de reposer le modèle agricole breton. Enfin, c'est vrai que première région agricole française, effectivement 84% des exploitations tournées vers l'élevage. À une époque où on doit reposer la question, je suis d'accord avec vous, faut poser les choses d'un point de vue sociétal et global, mais en même temps aussi avec des entrées territoriales. Donc sociétal et global, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un questionnement par rapport à l'animal aussi, nos rapports avec les animaux. Est-ce qu'on continue à manger de la viande? C'est des vraies questions aussi. Donc on voit bien qu'à un moment donné, va se poser cette question de l'adéquation entre un modèle agricole et économique et puis aussi des réalités sociétales qui évoluent. L'urgence climatique qui est là, c'est pas anodin de consacrer aussi beaucoup de céréales à nourrir des animaux. Donc tout ça, c'est à reposer sur un projet de société beaucoup plus global. Et l'entrée par l'élevage intensif, c'est une entrée, mais qui oblige à reposer le projet dans sa globalité. Et donc on va passer à la seconde question de ce débat, qui est également en lien avec la pollution, l'utilisation des pesticides. Alors Karine, pour nos candidats, faut-il durcir les conditions d'utilisation des pesticides? Alors on va regarder tout de suite l'infographie. La question fait consensus auprès des candidats. Ils y sont plutôt favorables à un durcissement de l'utilisation des pesticides. On n'a pas eu de réponse de Marine Le Pen, ni d'Éric Zemmour, ni d'Emmanuel Macron. Mais de son propre aveu, il regrette avoir échoué à sortir du glyphosate durant son mandat. Il y a eu des avancées cependant. Oui, il y a des avancées ces dernières années en la matière de l'utilisation des pesticides, notamment avec la loi Labbé qui interdit depuis 2014 la vente de produits phytosanitaires aux particuliers, ce qui a été étendu aux collectivités en 2017. Et l'objectif qui est affiché maintenant, c'est de réduire de 50% le recours aux produits phyto d'ici 2025. Thomas Dubreuil, là encore, même question, est-ce qu'il faut durcir la condition de ces pesticides, d'utilisation de ces pesticides, pardon? À mon sens, je pense que l'État doit surtout commencer à écouter la juridiction administrative, parce qu'il y a eu beaucoup de contentieux sur ces questions-là qui ont été menés notamment par des associations de protection de l'environnement. Et de manière assez systématique, on a un État qui est toujours un peu dans la conciliation, mais qui, notamment sur les questions des distances de zones de traitement, de ce qu'on appelle les ZNT, les zones non traitées à proximité des cultures en lisière de culture, sur ces distances-là, clairement, il n'applique pas les décisions des juridictions administratives. Donc, et du Conseil d'État. Il y a des failles dans la réglementation actuelle. Il y a, à mon sens, effectivement une insuffisance de la réglementation actuelle sur ce versant-là. Il y a eu aussi, sur l'aspect plus environnemental que sanitaire, une condamnation à nouveau par le Conseil d'État l'année dernière de la réglementation française en ce qu'elle ne permettait pas d'éviter le recours aux pesticides dans les zones Natura 2000, qui sont des zones à très fort enjeux environnementaux. Donc effectivement, je pense qu'il y a un État qui rechigne à être plus contraignant sur ce versant-là. Je pense que ça s'explique par des enjeux économiques et territoriaux qui peuvent être assez importants en lien avec l'usage des pesticides. Mais on a quand même maintenant une connaissance sur les répercussions sanitaires et environnementales des pesticides qui justifient d'agir de manière plus importante
importante, et c'est pas forcément moi qui le dis. Il y a des rapports de la Cour des comptes sur ces sujets-là, et il y a des décisions du Conseil d'État. Donc c'est effectivement une trajectoire qui doit être suivie à l'heure actuelle, puisqu'on a toutes les données. Florence Gourlet, Yannick Jadot et Anne Hidalgo veulent interdire tout de suite les pesticides et les fongicides les plus dangereux. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, ça peut être fait, c'est demain, hein, tout de suite, c'est aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, il faut tendre très vite vers l'arrêt du recours aux pesticides. Alors évidemment, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, et je ne pense pas que ce serait très judicieux du jour au lendemain de dire hier c'était possible, aujourd'hui ça ne l'est plus, mais il faut se lancer, il faut vraiment aller vers l'accompagnement pour pouvoir abandonner ça. Je voudrais quand même aussi rappeler que les premières victimes des pesticides, c'est les agriculteurs eux-mêmes, hein, avec des niveaux de cancer très, très élevés. Donc on ne peut pas non plus continuer à se voiler la face. Il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Il faut évidemment aller vers l'arrêt des pesticides. Et ça repose encore la question dont on parlait tout à l'heure, mais je vais être peut-être un peu répétitive, mais ça veut dire qu'il faut poser la question de façon globale sur le projet de société. On ne peut pas accepter aujourd'hui ces niveaux de contamination des eaux, des sols. C'est un problème, là aussi, c'est une urgence écologique, mais c'est une urgence sociale. Loïc Henaf, est-ce que les agriculteurs ont les moyens de se passer des pesticides? Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Oui, bien sûr. Alors vous, moi non. Vous êtes quand même en contact avec eux, vous travaillez avec eux. Non, mais bien sûr. Non, mais je suis pas agriculteur. Je posais comme poser les choses. En fait, il y a une forme d'équation qui est assez difficile à résoudre entre l'usage de pesticides, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, est autorisé en bio dans certaines conditions, parce que voilà, caricaturer c'est difficile. L'usage des OGM, qui est interdit, mais qui est apposé sur la table, et une forme de rationalité économique. Et en fait, c'est un triangle avec ces trois données, parce que les pesticides, alors, je vais le dire si vous ne me posez pas la question, je suis pour l'abandon de l'usage des pesticides, bien évidemment. On allait vous poser la question. Non, mais bien évidemment, la question c'est comment. La question, c'est comment chemine-t-on? Alors, les pesticides, ils sont pas là pour faire plaisir. Ils sont là pour lutter contre des invasifs de toute forme dont on a besoin de se débarrasser pour quand on récolte. Et si on les a pas, il va falloir trier. Donc, la question, c'est comment fait-on ce tri? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est de la main d'œuvre? Est-ce que voilà. Donc, et après, il y a l'utilisation des OGM, et ça a été tranché, qui permet d'éviter l'utilisation de pesticides. Mais encore une fois, ça a été tranché en Europe. Donc c'est une équation qui est quand même assez difficile à résoudre, et je pense qu'il faut la poser comme ça. Alors il y a peut-être d'autres facteurs, mais il faut la poser comme ça, et pas uniquement se dire est-ce bien, est-ce mal. Le monde n'est pas aussi manichéen que ça. Samuel Loire, vous produisez des huîtres bio. On imagine que vous êtes pour de telles dispositions. Je vous laisse répondre rapidement, mais j'imagine que la réponse est oui. Sur bien sûr. Mais en fait, comment vous agissez sur votre milieu justement pour le préserver des pesticides? Nous, en fait, pour préserver le milieu des pesticides, en fait, c'est avant tout un travail de concertation avec les agriculteurs. Du coup, en fait, nous, on a construit un Cap 2000, du coup, il y a quelques années déjà, qui est en fait une association qui permet de se regrouper avec les agriculteurs et les pêcheurs à pied et d'échanger sur nos pratiques dans le milieu et de trouver des solutions. Notamment, en fait, il y a quand même des contraintes fortes sur la zone littorale, justement, que ce soit pour l'épandage et sur les pesticides. Et donc, du coup, c'est des territoires où les agriculteurs sont assez perdus, en fait. C'est aussi ce qu'ils nous disent, hein. Ils ne savent pas comment faire pour faire de l'agriculture sans matière organique animale. Et c'est difficile sans pesticides. Alors là, ça a avancé là-dessus quand même plus sur le sans pesticides. Mais du coup, sur ces territoires-là, c'est là en fait qu'on doit la faire la transition. C'est là qu'on doit trouver des nouveaux modèles. Et du coup, c'est là qu'on doit faire des essais et des expérimentations. En fait, la question, c'est aujourd'hui, en fait, déjà, le premier truc, il faut quand même les remercier, les agriculteurs, de tout ce qu'ils produisent pour nous, quoi. Enfin, je veux dire, il y a du dialogue, et puis il y a du dialogue avec vous en plus. Ils nous nourrissent, il y a du dialogue, mais ils nous nourrissent, les agriculteurs, hein. On s'est bien rendu compte qu'ils étaient indispensables pendant toute la période Covid, quoi. Faut leur dire merci. Et aujourd'hui, ils sont dépendants du glyphosate, ils sont dépendants des pesticides, parce qu'on a construit un modèle agricole sur cette base. Comme disait Florence Gourlet, ils sont les premières victimes. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est un modèle qui est subventionné à peu près entre 10 et 15%, et que ces répercussions de sa propre agriculture, c'est-à-dire quand une eau est empoisonnée, ça a un coût. Nous, on le paye en fait en tant que contribuable. Mais tout ça, ça a un coût en fait. Et du coup,
ce système de monoculture et d'agriculture intensive, à peu près, on est aux alentours de 20 à 25% de surcoût qu'on paye comme contribuable, mais dont on ne se rend pas compte comme consommateur. Donc finalement, quand on paye 10, 15%, 20% plus cher du bio, peut-être que là, il y a un modèle déjà plus intéressant. Et il y a 10% de la surface agricole française aujourd'hui qui est déjà partie dans ce schéma. Là, on a un champ d'expérimentation et il y a des choses qui sont possibles. Mais clairement, nous, en tant qu'ostréiculteurs, on a un besoin que l'eau soit saine, et notamment les glyphosates. À partir du moment où on trouve 0,1 mg par litre de glyphosate dans l'eau, ça a de l'impact sur le plancton. Le phytoplancton, donc les micro-organismes qui sont flottants et vivants dans le haut de la masse d'eau. C'est ce dont se nourrissent nos huîtres. C'est indispensable à la vie et ça produit notre oxygène. Et en fait, le glyphosate, c'est du poison qui coule dans nos veines. C'est-à-dire que l'eau, c'est nos veines, et c'est le poison qui coule dans nos veines. Et il faut qu'on y fasse très attention. On va juste revoir l'infographie, ce que disent les candidats au sujet des pesticides. On l'a dit, la question fait consensus, un petit peu comme sur ce plateau aujourd'hui. Et pourtant, vous avez commencé à en parler, Thomas Dubreuil, un maire breton, Daniel Cueff, a fait la une en 2019 en prenant un arrêté interdisant les traitements phytosanitaires à moins de 150 mètres de toute habitation. Arrêté qui a finalement été annulé. Pourquoi ? Alors la mécanique juridique est un peu implacable dans ce domaine, puisqu'effectivement les maires ont certains pouvoirs, mais dès lors que ces pouvoirs interfèrent avec ceux de l'État et notamment du préfet en tant que représentant de l'État, très rapidement la juridiction administrative peut dire là le maire intervient en dehors de son champ de compétences. Ça s'est vu en matière d'antenne relais il y a quelques années, en matière d'OGM aussi. Ça a été tenté effectivement, plus je pense pour essayer de faire bouger les lignes par certains maires, pour montrer qu'effectivement eux ils considéraient qu'il y avait une alerte sanitaire et environnementale. Que l'arrêté pouvait être annulé. Je pense qu'effectivement, il le savait, il doit être lui aussi conseillé. Sur son action aussi. Je pense que c'est à voir comme un moyen de pression pour faire bouger les lignes, pour aussi faire bouger les consciences. Et effectivement, cette distance de 150 mètres, lorsqu'on la compare aux distances actuelles, qui sont plutôt effectivement de l'ordre de 5 ou 10 mètres selon les typologies de culture, on sent que voilà, c'était aussi de l'ordre du symbolique pour montrer qu'il fallait taper un coup de poing sur la table. Maintenant, ça reste pertinent parce que ça montre qu'effectivement, on a une problématique sur le terrain à l'heure actuelle d'interaction entre les zones d'épandage de pesticides et les zones où habitent les gens, où ils vivent au quotidien. Et à mon sens, cette interaction, elle est maltraitée par les autorités publiques à l'heure actuelle, qui sont à mettre le curseur un petit peu trop du côté opérationnel et économique, on va dire, du côté agricole, et qui négligent peut-être un petit peu trop l'aspect environnemental et sanitaire, car ils se mobilisent, on va dire, plutôt sur du moyen ou du long terme. Une dernière question avant de passer à la question suivante. Florence Gourlet, vous qui avez étudié le territoire, est-ce que la répartition sur le territoire et la proximité entre les fermes et les habitations et les villages, comment on peut en parler aujourd'hui ? Comment on se positionne ? Alors, j'ai pas une connaissance forcément très fine de cette question-là, mais je pense que là aussi, c'est le mérite de cet arrêté illégal, entre guillemets, ça a été de susciter un dialogue un peu forcé aussi sur justement ce que dit Thomas Dubreuil, sur la prise en compte non pas seulement des problématiques agricoles, mais aussi des problématiques sociales, sociétales. Et je pense que la clé, elle est là, elle est dans ce dialogue-là qu'il va falloir instaurer. Enfin, on peut pas faire sans, c'est pas possible. En 2 mots, vous vouliez rajouter quelque chose, Samuel ? En 2 mots. Ouais, c'est juste, en fait, il faut se mettre à la place des agriculteurs. Aujourd'hui, ils ont un modèle à transformer. En fait, ils ont besoin d'aide. Et ils ont besoin d'être soutenus et d'être remerciés pour ce qu'ils font. Voilà. Alors, des pesticides à l'agriculture bio, il n'y a qu'un pas, justement. On va passer à la question suivante. Et la question suivante, faut-il imposer 50% de bio dans les cantines scolaires, Céline ? Eh bien, en dehors de Marine Le Pen, tous les candidats y sont favorables, mais il y a des nuances. Jean-Luc Mélenchon souhaite aller plus loin, c'est doublement oui pour le candidat. 100% de bio. Anne Hidalgo, elle, a déjà intégré les 50% de bio à Paris, et dans les crèches, c'est même 100%. Et Éric Zemmour n'a pas répondu à cette question. Alors, Emmanuel Macron, non plus n'a pas répondu à cette question, mais la loi Egalim de 2018 a imposé dès le 1er janvier dernier 50% de produits durables
et de qualité, dont 20% de produits bio. Samuel Loire, vous êtes un bio convaincu, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on doit se contenter de 20%? Est-ce que 50% c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin, aller vers 100% de bio dans les cantines? Je suis désolé, je vais encore prendre de la hauteur. Vous êtes là pour ça, allez-y, faites-vous plaisir. Pour moi, la question que vous posez en profondeur, c'est le rôle de la commande publique. Et le rôle de la commande publique, il est très intéressant parce qu'en fait, du coup, c'est où est-ce qu'on se place justement, nous, au niveau de l'État, au niveau de notre démocratie, et qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre. Et la commande publique, c'est un outil parfait parce qu'il y a des cahiers des charges et on peut se saisir de ce cahier des charges pour aller orienter et mettre de l'éthique. Donc le bio, c'est un critère intéressant. Le local, c'en est un aussi. Après, il y a encore plein d'autres choses. Il y a du social, il y a de l'économique là-dedans, mais la commande publique, c'est hyper important. Et l'autre... Vous parlez des appels d'offres qui sont faits. Justement, oui. Et du coup, qui nous permet d'aller orienter, avec les finances publiques, d'aller orienter notre modèle et de soutenir les modèles qui sont en cours de transformation. Et l'autre aspect hyper intéressant sur les cantines, c'est qu'on a aussi là le rôle de l'éducation. Et je pense qu'en fait, l'éducation, c'est la clé absolue. Il n'y a rien qui se fera sans éducation. Il n'y a rien qui se fera sans formation. Parce que pour la faire, cette transformation, en fait, on a besoin de l'apprendre. Et on a besoin de l'intégrer. Et donc 50%, c'est suffisant? C'est pas assez? 50% dans un premier temps, mais il faut avoir plus d'ambition. Ouais. Il faut avoir plus d'ambition. Florence Gourlet, d'après un sondage, 3/4 des Français souhaitent plus de produits bio en restauration collective. Est-ce que vous en faites partie déjà? Et puis en tant qu'élu à Lorient, est-ce que ça c'est une volonté de votre part de l'instaurer au sein de la ville de Lorient? Ou de le défendre? Oui, bien sûr, c'est une mesure qu'on défend et qu'on avait défendue dans le programme pour les municipales, d'aller vers de plus en plus de bio. Mais là encore, il faut prendre aussi un peu de recul. C'est-à-dire que le bio, c'est bien, 50%, c'est sans doute très bien. On peut peut-être aller parfois au-delà. C'est encore comment on chemine vers ça. Mais si c'est du bio, si c'est des pommes de terre qui viennent du nord de la France et du lait qui vient de l'autre bout aussi de la France, pour moi, ça pose question quand même. Donc là encore, c'est comment est-ce qu'on raccroche cet enjeu louable et nécessaire d'avoir plus de bio pour nourrir nos enfants, mais c'est où est-ce qu'il est produit? Et donc, si ça permet d'être un levier d'action pour permettre la conversion, pour permettre l'accompagnement, pour reposer la question du modèle agricole territorial, bravo, et il faut y aller. Mais attention quand même aussi à ne pas mettre des chiffres, là, 100%, 60%, 50%, mais d'où il vient le bio, comment il est produit, enfin, à quoi on a affaire. C'est aussi, moi je pense qu'entre bio et local, il faut aussi faire la part des choses. Alors justement, on va prendre la direction de Landerneau, où ils font 30% de repas bio. Il faut trouver justement des astuces pour pas aller chercher son bio trop loin. On écoute la responsable de la cantine. Nous, par exemple, à la cuisine centrale, on a besoin de 80 kg par jour de pain. En travaillant avec notre boulanger local de Plougastel, qui est un artisan, qui ne pouvait pas fournir 80 kg de pain par jour, on s'est adapté. On lui a proposé de nous fournir 20 kg par jour et on livre, nous, une école par jour. Et du coup, tous les enfants peuvent manger ce bon pain bio. Et, une fois par semaine. Alors, Loïc Hénaf, est-ce que vous pensez qu'on a les ressources nécessaires sur le territoire pour fournir en local du bio? Et est-ce que finalement, c'est pas une fausse bonne idée d'aller essayer d'imposer 50% de bio? Si justement, le bio vient hors de France même, parce que vous parliez tout à l'heure de régions françaises, mais il peut venir d'Europe, de plus loin même. Oui, vous savez que je suis un grand partisan de la relocalisation des achats et je me méfie toujours des chiffres totems. Donc 50, pourquoi pas 55, 47, 32, je ne sais pas. Voilà. Donc le chiffre totem me fait peur. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. C'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit pour plusieurs années. De la même façon, nous, entreprise ENAF, très ancrée dans la bio, nous avons une entreprise de charcuterie bio qui est 100% bio depuis 1984, qui est pionnière de la bio en Bretagne et qui en ce moment est en difficulté. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est les montagnes russes. La demande, elle monte très fort, puis après elle s'effondre et on fait mal aux entreprises. Et on décourage les éleveurs et on décourage les entreprises. Et en ce moment, on est en surproduction de viande bio. L'autre difficulté, c'est que
que la viande bio, grosso modo, c'est 3 fois plus cher qu'une viande conventionnelle, alors que dans un œuf ou une salade ou peut-être du pain, on est dans quelques pourcents. Donc, si c'est pour favoriser exclusivement les produits qui ont un surcoût léger et se désintéresser d'autres produits pour lesquels la production en bio est plus coûteuse, ben, c'est pas intéressant. Donc, en fait, je crois que, pour résumer ma pensée, c'est d'abord la dynamique qui est importante. Oui, et pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, je pense que la commande publique a un rôle essentiel à jouer pour tirer vers le haut cette consommation et pour donner exactement la direction que l'on veut prendre. Donc oui, je crois beaucoup à la commande publique, je crois beaucoup à l'éducation, je crois beaucoup au bien manger dans les écoles et d'une manière générale dans toute la sphère publique, parce que ça doit être aspirant, ça doit être inspirant, ça doit nous donner envie et ça doit être un lieu de dialogue et d'écoute. Thomas Dubreuil, en tant que parent, alors grosso modo sur Vannes, on fait la promotion du 60% bio, on ne sait pas forcément d'où il vient. Est-ce que pour vous, il faut aller plus loin ? Je pense que c'est effectivement une dynamique qu'il faut poursuivre parce que à la fois donc en tant que parent mais aussi en tant que juriste, avocat œuvrant dans ces domaines-là, j'ai effectivement en tête toutes les problématiques en lien avec les pesticides et autres et je croise des paysans qui se sont engagés dans ces transitions-là et pour qui c'est effectivement quelque chose de vertueux de manière globale. Donc je pense qu'effectivement c'est une dynamique qu'il faut suivre et sur le plan juridique, peut-être pour compléter un peu les propos de mes co-intervenants, j'ai l'impression que peut-être il y a un écueil qui pourrait évoluer, c'est la question du droit européen, puisqu'on a un droit européen qui résonne beaucoup en termes de libre concurrence, mais à l'échelle de l'Union européenne, et on a un besoin ici, je pense, notamment dans les critères de la commande publique, d'avoir peut-être plus de souplesse sur ces notions des circuits courts ou du local, et on a besoin justement que peut-être le droit européen, avec ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, redonne de la confiance au territoire sur ces questions-là, parce que la question alimentaire, elle doit être traitée au niveau local à mon sens et on a peut-être, alors moi je suis un grand partisan du droit européen au niveau environnemental parce que j'ai vu ce que ça a permis de faire effectivement sur le versant environnemental, mais par contre là je pense que sur le versant commande publique on a peut-être un écueil qui devrait être traité par des critères plus souples dans une logique de circuit court. Le travail est à faire à ce niveau-là, au niveau des commandes publiques. On passe à la question suivante, Céline. Oui, cette problématique soulève justement une autre question, celle des taxes, toujours autour du bio. Et Karine, que disent nos candidats de la TVA à 0% sur le bio ? Alors, seul Yannick Jadot est pour. Les autres candidats sont plus réservés sur cette question. Anne Hidalgo veut rester à une TVA déjà à 5,5. Et rappelons que cette proposition était portée par Michel-Édouard Leclerc en 2019. Il ne la soutient plus aujourd'hui. Pour lui, il n'est pas possible de répondre à la demande. Aujourd'hui, la TVA sur l'alimentation est à 5,5% sur les produits bio. Pour l'instantané, c'est à 7%. Une baisse de la TVA ne se verrait pas vraiment, quelques centimes en moins. Les effets seraient plus perceptibles sur les produits ménagers bio. Loïc Henaf, est-ce que c'est une bonne solution de passer des produits bio à 0% en TVA ? Moi, je suis aussi gestionnaire et si voilà, cet argent, il faudra bien qu'on le trouve ailleurs. Vous avez soulevé le point que la TVA sur les produits de consommation courante est à 5,5%, que les produits soient bio ou non bio. On peut imaginer un petit boni, pourquoi pas. Mais la question, c'est qu'il y a mieux que bio. Il y a bio et local, il y a bio ça, je crois qu'on est tous d'accord sur la question. Il y a mieux que bio, il y a bio et local, bio et socialement responsable, bio engagé, bio avec des... Donc il faut ajouter à cette idée de la taxe le Made in France ou le Made in tout près de chez nous, quoi. Ce que je veux dire, que le taquet ne peut pas être qu'au bio. Donc la meilleure solution finalement, c'est probablement de ne rien faire et d'utiliser cet argent pour dynamiser et aller vers le progrès dans toutes les filières. Samuel Loire, par rapport à ce que disait Loïc Henaf, est-ce que vous pensez que mettre une TVA à 0% peut avoir un intérêt pour votre profession ou il vaudrait mieux redistribuer ce pourcentage-là autrement ? En fait, là, la question de la TVA à 0%, en fait, moi j'intégrerais ça dans quelque chose d'un peu plus grand. C'est quel impact en fait ? Prenez de la hauteur, allez-y. En fait, dans quelque chose d'un peu plus grand, c'est qu'en fait, du coup, là, la vraie question, c'est sur nos pratiques. Les pratiques individuelles des entreprises, donc ça veut dire de l'entreprise privée,
Et les répercussions qu'elles peuvent avoir sur les aspects communs. Donc par exemple l'eau, par exemple l'éducation de nos enfants, par exemple l'air, enfin toutes ces choses-là en fait. On appelle ça des externalités, des choses qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilité de l'entreprise, mais qui ont malgré tout un coût. Par exemple, du coup, une pollution d'eau en soi peut rapporter, parce qu'il va bien falloir remettre en place le cours d'eau, qu'il va falloir gérer la pollution, etc. Et toutes ces choses extérieures, en fait, elles pourraient concerner la fiscalité ou être intégrées dans la comptabilité. À mon sens, c'est plus de cet aspect-là qu'il faut prendre les choses, c'est de se dire, en fait, la fiscalité, elle est là pour faire des corrections, faire de la redistribution, et plus on est ajusté sur notre fiscalité par rapport au modèle d'entreprise et à ses propres répercussions, et plus en fait on va venir lancer la dynamique exactement comme ce que Loïc disait tout à l'heure. Je pense qu'en fait il faut toujours se placer dans le champ de la dynamique, faire des choses qui sont progressives et plus c'est juste, plus c'est acceptable. Florence Gourlet, est-ce qu'il n'y a pas une notion de peut-être d'évaluation du produit Ce que les opposants à la TVA à 0% disent, c'est que la qualité, ça a un coût. Oui, et puis après, il faut se poser aussi la question, je pense, parce que cette TVA à 0%, c'est pour aider qui? Est-ce que c'est pour aider le consommateur à consommer bio, ou est-ce que c'est pour aider dans sa poche, ouais. Voilà, est-ce que c'est pour aider le producteur bio aussi? Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, parce qu'au final les prix bio, les prix des produits bio sont effectivement plus chers, mais à ce moment-là on pourrait se poser la question, pour rebondir aussi sur l'intégration d'externalités négatives sur l'environnement, est-ce qu'il faudrait pas augmenter la TVA sur la malbouffe, enfin sur les produits hyper transformés? Il y a aussi toute cette question de retrouver, je sais pas, j'étais un peu pragmatique, mais prendre en charge ses propres répercussions. Bah oui, et puis est-ce que les produits bio sont vraiment si chers que ça? Ils sont souvent moins chers que des produits hyper transformés. Donc c'est aussi notre rapport là aussi à la cuisine, à la nourriture, à l'alimentation, comment on se nourrit. Donc là encore, on est obligé de reposer la question de façon beaucoup plus sociétale. Donc je sais pas, je pense que c'est une fausse bonne idée. On a aussi posé la question aux internautes du Télégramme et 60% sont pour, avec quelques réserves, notamment Christophe qui écrit « à condition que les distributeurs n'en profitent pas pour glisser une augmentation », vous le disiez Florence Gourlet, et c'est non pour Jean-Claude qui imagine plus une aide plafonnée pour favoriser les petits producteurs, sinon on va vers les dérives du productivisme. Et vous Thomas Dubreuil, si la TVA passait à 0%, est-ce que vous achèteriez plus de produits bio ? Probablement, j'ai déjà une consommation assez importante, puisqu'effectivement, il me semble qu'on a tous une exigence de cohérence entre les métiers ou les engagements qu'on peut avoir et ce qu'on fait au quotidien comme choix. Après, pour en discuter aussi avec beaucoup d'amis de ma génération, la question du prix, effectivement, elle revient quand même vite sur le devant de la scène. Donc je pense qu'il faut envoyer un signal fort sur le fait que la puissance publique soutient le bio, du fait, comme le disait Samuel, de ces externalités positives sur le plan environnemental et sanitaire. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne sais pas si ça passera forcément par une TVA, mais je sais qu'il faut envoyer un signal fort pour rééquilibrer les choses, puisque à l'heure actuelle, on a par exemple effectivement un principe pollueur-payeur dans la charte de l'environnement. Quand on tire la ficelle sur la question effectivement des externalités négatives de l'agriculture qu'on pourrait qualifier d'intensive et des externalités plutôt positives au global de l'agriculture qu'on pourrait qualifier de biologique dans une approche locale, comme le disait Monsieur Hénaf, on a effectivement un problème, puisqu'on a structurellement une agriculture qu'on pourrait qualifié de plus classique, qui est subventionné à l'heure actuelle, et notamment dans les mécanismes de la PAC, comme le reconnaît la Cour des comptes. Et à côté de ça, on a une agriculture biologique qui est effectivement peut-être le modèle vers lequel on doit aller et qui est encore en transition et qui n'est pas assez soutenu. Donc je pense qu'il faut un signal fort, et si ça doit passer par le prix, effectivement, c'est important. Je ne sais pas si ça passera par la TVA à 0%. Et Loïc Hénaf, je vous en prie. Juste pour dire que TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée. Donc sur un produit qui est très transformé ou qui apporte un grand service dans une barquette surgelée, prêt à consommer, c'est normal que l'on paye et que éventuellement on surpaye. Sur un produit qui est brut, je pense qu'il est juste qu'il y ait comme une certaine forme de taxation pour permettre de toute façon la vie en communauté. Mais après, la question, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre une distorsion de concurrence entre un produit bio qui serait moins cher qu'un produit conventionnel local.
Donc voilà, c'est déjà distorsion de concurrence, puisqu'en fait l'agriculture justement plus intensive paye pas ses externalités, et du coup il y a cette distorsion-là qui existe déjà. C'est juste la rajouter. Donc voilà, faut faire encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, faire attention aux mesures totem. C'est très campagne électorale, ça fait très chic sur des affiches, mais dans la réalité, est-ce vraiment efficace? La question c'est quelle est l'intention derrière? Quelle est l'intention derrière? Si l'intention est de faire de tirer l'alimentation vers le haut, oui, pourquoi pas. Alors vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas mettre un produit bio et un produit non bio forcément en concurrence. Nous, on va quand même vous demander, Loïc et Naf, on a 2 boîtes de pâté, une non bio. J'ai des huîtres aussi. Puis, vous avez des huîtres et une bio. Est-ce que vous connaissez le prix de chacune de ces boîtes, grosso modo, et la différence de prix? Ah oui, c'est une différence de prix qui est très nette, elle est de l'ordre de 50%. Alors, est-ce que cette différence de prix va vers une part producteur? Est-ce que les producteurs sont mieux rémunérés à ce niveau-là? En fait, ce sont... Attention, je peux parler pendant 2 heures. Hein. Il nous reste 2 minutes. On va faire c'est un sujet intéressant, au-delà que ce soit du pâté ENAF. C'est un sujet intéressant parce que nous avons 2 relations différentes avec les éleveurs. Dans le premier cas du pâté ENAF traditionnel, ce sont des porcs qui sont abattus par nous, donc un micro-abattoir à Pouldreuzy qui est dédié exclusivement à ce produit, à la saucisse ENAF, dans des conditions vraiment familiales, j'oserais dire. Et nous rémunérons les éleveurs en fonction du marché du porc breton au cadran, en accord avec eux et je dirais même suivant leurs recommandations. C'est un modèle qui est en train d'évoluer puisque nous sommes en train de lancer des phases de contractualisation avec des éleveurs en particulier qui se sont engagés avec nous dans une communauté de progrès à faire tout un tas de travaux et notamment un éleveur qui vient de faire un très lourd investissement pas loin d'ici. Dans le cas du bio, on est dans un système tout à fait différent. Nous travaillons à peu près avec 19 éleveurs bio, d'ailleurs avec plus d'éleveurs bio que d'éleveurs conventionnels, 19 éleveurs bio en Bretagne et nous travaillons sur un prix fixe avec un petit groupement de producteurs de porc qui s'appelle Bretagne Viande Bio. Et dans le cas présent, on est sur un prix fixe. La rémunération à la fin, moi je ne connais pas la rémunération de chacun des éleveurs. Alors juste pour préciser, on disait que c'était 50%. Mais c'est différent. Alors l'impact, il est que effectivement, un porc bio aujourd'hui, c'est quasiment 3 fois plus cher qu'un porc conventionnel. Et donc la répercussion sur la boîte aujourd'hui, on est à 1,15 pour celle-ci et 2,25 pour la bio dans le magasin dans lequel on est allé. Après, ça peut vraiment varier. C'est un petit magasin de proximité locale. Une grande surface quand même. Merci pour vos avis respectifs sur les questions que nous avons soulevées. Mais à présent, et c'est cadeau, vous en avez peut-être rêvé, on vous offre la possibilité de vous glisser dans la peau quelques instants d'un président ou d'une présidente de la République française. Alors, élu le 24 avril 2022, quelle est votre première mesure ou votre mesure phare en matière d'environnement? Je ne sais pas qui veut commencer qui a une brillante idée. Thomas Dubreuil. Je ne vais pas jusqu'à la qualifier de brillante, mais je sais qu'elle me tient à cœur puisque juridiquement, je pense que ce sera une mesure qui pourrait avoir une plus-value assez intéressante. Alors, forcément, le prisme juridique est là, je vais essayer de vulgariser. Nous avons un texte qui s'appelle la Charte de l'environnement, qui a été adopté en 2005, qui contient beaucoup de principes fondateurs du droit de l'environnement. J'ajouterai un petit principe qui s'appelle le principe de non-régression, qui est un principe qui permet de consacrer une logique toujours vertueuse en disant si on a un certain niveau de protection de l'environnement, on ne peut pas revenir en arrière. Je le mettrai dans la Constitution pour que les législateurs successifs soient évidemment contraints par cette logique qui me semble très vertueuse. Samuel Loire, vous allez y prendre la parole. Je trouve très intéressant. Très intéressant. Ouais, moi en fait, moi ça serait sur l'eau en fait, justement parce que moi je vis tous les jours dans l'eau et l'ostréiculture est concernée par l'eau, c'est son milieu et c'est un besoin vital. Et du coup, ça serait de rajouter dans la Constitution un encadrement juridique sur l'eau et sur la protection complète de l'eau. Et voilà, et la possibilité de la protéger complètement juridiquement. Florence Gourlet. En fait, moi, il y aurait 2 mesures en fait concomitantes. C'est que je pense qu'il faudrait annoncer assez vite une date pour l'arrêt de l'utilisation des pesticides. C'est une urgence. C'est une urgence. Donc il faut la prendre et dire qu'on va l'accompagner.
Et pour l'accompagner, moi je souhaiterais mettre en place des états généraux à l'échelle des territoires sur la question environnementale. Il y a une collectivité locale qui s'y engage. Là, c'est la communauté d'agglomération de Dunkerque. Et je trouve que c'est intéressant, c'est de partir du territoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais sur quel territoire on veut vivre, de quelle manière on veut vivre. Et quand on commence à dérouler les fils, si on pose la question des pesticides, on pose la question de l'alimentation, on l'a vu, on pose la question de l'environnement, bien évidemment, du cadre de vie, de nos mobilités, de l'artificialisation des sols, on n'en a pas parlé, mais de la sobriété foncière. Et donc on déroule comme ça tous ces fils-là. Et je pense que on a aussi besoin d'espaces d'expression démocratique. Et à l'échelle des territoires, pour moi, c'est très important. Enfin, c'est un levier important. On en revient sur le local, l'importance de prise de décision au local. Loïc Hénaf, on va terminer par vous. 2 idées, je pense que vous l'avez senti, je suis assez mal à l'aise avec le sujet environnement parce qu'il me semble trop vaste et que trop difficile à embrasser. Et je dédierai une équipe, je ne sais pas comment, ou un projet vraiment dédié sur le climat, parce que je pense que c'est un objectif personnellement prioritaire, parce que c'est le plus grave danger qui nous menace. Et puis le deuxième sujet, c'est j'entamerai vraiment une vraie politique de réindustrialisation, relocalisation, parce que je ne supporte pas l'idée que l'on pollue ailleurs, et je préfère que l'on travaille ici, alors le ici étant variable, mais que l'on travaille ici pour qu'on ait une meilleure conscience de ce que l'on fait et des fameuses externalités négatives. Vous avez juste un petit mot à rajouter, Samuel ? Ouais, il y a le Shift Project qui travaille sur la mise en place des accords de Paris, parce qu'on a pris des accords de Paris, donc il faut les tenir maintenant. Et concrètement, il y a besoin d'ingénieurs et de gens qui travaillent sur ces sujets. Ok, je crois qu'il est temps de se quitter. Céline ? Oui, merci à nos invités de nous avoir accompagnés tout au long de ces 52 minutes de débat autour de la campagne présidentielle. Vous l'avez dit, on n'a pas pu aborder évidemment toutes les questions. On a essayé de prendre un peu d'auteur. Oui, un peu de recul, un peu d'auteur. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, il sera question d'emploi et ce sera également à suivre sur TBO et TB Sud à 21h. Et puis vous pourrez revoir les 2 dernières émissions, également celle-ci sur la chaîne YouTube du Télégramme et sur nos sites internet. Merci à vous, très belle soirée.